Oui, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on entend par fantasme maternel. Est-ce que c'est le fantasme maternel de l'homme, pas d'être une mère, mais de sa propre mère, ou d'une femme en tant que mère? Ou est-ce qu'on parle du fantasme de la jeune femme qui veut être mère, qui n'est pas encore mère, et qui a le fantasme de devenir mère? Ou est-ce que c'est le fantasme de la mère dans son rapport à son enfant, de sa représentation de la maternité? Alors j'ai parlé tout à l'heure de la clinique des enfants, de la psychanalyse des enfants et aussi des adolescents, mais surtout des enfants et parfois des très petits enfants. L'enfant, dès le départ, il est dans une telle détresse que, bien sûr, il a besoin des soins maternels. Donc la mère est appelée fondamentalement dans ses tripes à apporter quelque chose à cet enfant pour que l'enfant survive. Donc c'est le rôle traditionnellement réservé à la mère. On sait qu'aujourd'hui les pères sont aussi sollicités. Parfois les pères même entrent en concurrence avec les mères, veulent être des meilleures mères que les mères. Il y en a qui le revendiquent au tribunal, dans les procès de divorce. Oui, ma femme ne s'occupe pas des enfants, moi je suis toujours là, etc. Donc qui revendiquent cette place de mère, entre guillemets, et oublient parfois d'être père. Mais ceci mis à part, il y a bien sûr dans la relation entre mère et enfant une forme de jouissance qui s'établit, qui est partagée. Mais les pères, je dis, peuvent aussi être à sa place. Une forme de jouissance qui peut aller dans le sens, alors là, pour se situer sur le terrain proprement clinique, que l'enfant est appelé à apporter à la mère ce qui lui manque. Et donc, on a aussi ces jours entendu parler de cas cliniques de cet ordre, où les mères s'arrangent à avoir leur fils dans leur lit, pas seulement en tant que bébé, mais parfois jusqu'à un âge relativement avancé, et que le père ou bien est parti, ou bien dort dans la chambre à coucher, et d'une certaine façon est complice. Donc le père est aussi tout autant responsable. Mais on sait à quel point il peut être difficile dans la clinique, non seulement de l'enfant, mais aussi de l'adulte, d'introduire une coupure entre l'enfant et la mère. Ou bien que la mère ne l'accepte pas, ou bien que l'enfant ne l'accepte pas, l'enfant devenu adulte. Donc il n'y a pas d'âge pour cette forme de lien qui ne supporte pas la séparation, qui ne supporte pas la coupure ou la castration, et donc l'angoisse. C'est une façon de colmater l'angoisse. Il y a des couples mère-enfant, que ce soit fille ou fils, qui fonctionnent de façon parfaite. C'est le couple idéal. Parfois le père est mort, ou il est parti, ou il est complice. Donc il y a tous les cas de figure possibles, parce qu'il y a des pères qui s'arrangent tout à fait, parce qu'ils ont leur vie ailleurs, ils ont leur jouissance ailleurs, que ce soit avec des femmes ou des hommes, et donc ils laissent leur fils souvent, ou leur fille, comme appât à leur femme, qui forment un couple. C'est ce qu'on voit souvent dans des couples d'homosexuels, mais aussi dans des, on pourrait dire, j'ai dit couple d'homosexuels, couple homme-garçon, mère, mais aussi dans la genèse de la psychose. On voit ça aussi très souvent, qu'il y a un lien, une jouissance qui est telle qu'il est extrêmement difficile d'introduire une coupure à ce niveau-là. On le voit aussi dans l'alcoolisme. Dans l'alcoolisme, ou le rapport à la drogue. Mais disons qu'il n'y a que des cas de figure. On ne peut pas, en psychanalyse, il faut à tout prix éviter de généraliser
j'ai beaucoup insisté hier aussi là-dessus. On ne parle pas de cas particuliers qui peuvent se généraliser. C'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter toute forme de catégorisation et ne pas oublier la singularité du cas, parce que tous les cas se présentent sous une autre forme. Je pense à un cas clinique de quelqu'un qui vient parce qu'il n'arrive pas à faire ses études et qu'on voit qu'il prend du cannabis depuis de très nombreuses années et que par ce biais-là il échappe, etc., à toute forme d'obligation. Dès qu'il y a un examen, il se réfugie dans le cannabis, etc. Et qui a aussi eu des moments où il a pris des drogues plus fortes. Et alors c'est peu à peu qu'on arrive à retracer son histoire, qui a été marquée d'abord par le suicide de sa mère quand il avait 16-17 ans, un moment tout à fait crucial. Après, son père a eu un accident très grave qui a survécu, qui est handicapé. Mais en fait, ce n'était pas seulement le suicide de sa mère, c'était l'alcoolisme de sa mère, qui a fait que c'est la question de la présence-absence qui se joue ici. Quand on parle dans le fantasme maternel, le rapport entre jouissance et angoisse, donc c'est ce que Freud appelait avec le jeu du Forta, la présence-absence. Donc il y a la coupure d'un premier signifiant, d'un premier couple de signifiants, et qui permet donc une forme de maîtrise, et l'enfant peut en jouer de cela, et donc à partir de ce moment-là, ça rentre dans un cycle qui est tout à fait vivable, où on peut revendiquer la présence sur fond d'absence ou l'inverse. Mais dans ce cas-ci, il se souvient que très jeune, il se réveillait la nuit, que son père avait travaillé, qui faisait aussi du travail de nuit, et que sa mère, qui était donc censée être là, avait disparu. Donc il se réveille à l'âge de 4-5 ans, il se souvient, sa mère n'était pas là. Et donc, il a mis du temps pour comprendre qu'elle était partie pour boire, etc. Alors, il lui arrivait même de faire une ficelle autour du pied de sa mère, au lit, et lui, dans le lit à côté, aussi une ficelle, pour qu'enfant, il s'aperçoive si pendant le sommeil, sa mère partait. Bien sûr que ça ne marchait pas, mais donc il voulait s'assurer de la présence qui était devenue tellement inconsistante. Et donc là, c'est un cas il était confronté à une jouissance maternelle dont lui-même n'était pas l'objet. Donc c'est un cas de figure très particulier. Et donc de ce fait-là, son angoisse, c'était pas seulement l'angoisse liée à l'absence de l'autre, mais c'était surtout l'angoisse à l'inconsistance de l'autre. Parce que l'autre qui jouit est un autre qui ne supporte pas le manque. Et c'est le manque qui est la seule garantie possible. C'est-à-dire que l'autre devienne le lieu d'un manque, donc d'un autre qui supporte l'angoisse de castration. Ça, c'est une forme de solidité dans la vie qui permet à l'enfant de traverser la vie. Mais là, l'autre était devenu inconsistant du fait qu'il n'était pas manquant. Donc c'est paradoxal, et c'est à cette logique très paradoxale que nous introduit Lacan par le biais par ce statut de l'objet petit a. Donc le rapport entre jouissance et angoisse, il est tout à fait
essentiel. Il est tout à fait essentiel que l'enfant fasse cette expérience, que l'autre supporte le manque. L'exemple le plus classique, c'est que si l'autre ne supporte pas le manque, ça veut dire que, c'est pas, là j'ai donné l'exemple d'une mère alcoolique, mais il y a un exemple beaucoup plus fréquent et donc aussi beaucoup moins grave, c'est que la mère ou le père n'accepte pas d'interdire, ne supporte pas de dire non. Et donc ne supporte pas d'introduire une limite à la jouissance. Si l'enfant veut du chocolat au lieu de manger, voilà, si c'est avant le repas, on dit non, voilà. Si on n'arrive pas à dire non, les parents parfois se vantent et disent je ne comprends pas pourquoi mon enfant va mal et pourtant il ne lui manque rien. On lui donne tout. On lui donne tout ce qu'il veut. Ouais. Mais voilà, c'est justement donner, c'est parfois le don le plus précieux, c'est le don du monde, le don du manque, de ce qu'on n'a pas. Ouais. Et Lacan dit c'est le véritable acte d'amour, donner ce qu'on a.